Firenze, en 1504, 12 ans après la mort de Laurent le Magnifique, la République de Florence n'avait rien perdu de sa splendeur. Bien au contraire. Quelques mois plus tôt, Léonard avait commencé la Joconde. Et cette même année, 1504, le David de Michel-Ange était installé devant Palazzo Vecchio. Mais quelle époque, tout de même! Et quelques semaines après, Raphaël arrivait, muni d'une lettre de recommandation de Giovanna Feltria, la sœur du duc d'Urbino et épouse du préfet de Rome, adressée à Pier Soderini, qui gouvernait alors Florence. Il brûlait de voir les cartons de fresques auxquels Léonard et Michel-Ange travaillaient pour le Palazzo Vecchio. C'est d'ailleurs pour se rapprocher de ses deux collègues, de ces deux génies, devrais-je dire, que Raphaël avait décidé de venir séjourner à Florence, n'est-ce pas? Il cherchait une émulation. Après avoir brillé à Urbino et à Pérouse, il avait besoin de se confronter à d'autres jugements. Comme l'a écrit au XIXe siècle son biographe, Quatrème de Quincy, il avait besoin d'avoir des rivaux plutôt que des admirateurs. Eh oui, il avait aussi chez lui l'envie de découvrir tous ces chefs-d'œuvre de l'Antiquité réunis dans la collection des Médicis. Il aimait tant cette période, il la glorifiait comme peu d'autres. Et les fresques de Masaccio, réalisées pour la chapelle del Carmine. Voilà une chose qui m'a toujours émerveillée chez lui, son insatiable curiosité et sa capacité d'assimilation. Raphaël faisait son miel de tout. Il s'intéressait à une foule de domaines. Il allait voir beaucoup de choses. Oui, il avait besoin de se tenir au courant de tout ce qui se faisait. Et comme vous le disiez fort justement, il recherchait cette émulation artistique et intellectuelle qui régnait dans les ateliers de la Renaissance, où les humanistes, les architectes, les hommes des sciences et les artistes se rencontraient et devisaient jusqu'au bout de la nuit. Cette ambiance qu'il avait déjà pu goûter dans l'atelier du Pérugin. Il était particulièrement proche de Ghirlandaio, de Fra Bartolomeo, mais aussi d'un architecte tel Antonio de Sangallo. Il m'a confié que Léonard lui avait ouvert extrêmement chaleureusement les portes de son atelier. Michel-Ange était d'un tempérament plus solitaire. Mais Léonard était son aîné de 31 ans, tandis que Michel-Ange n'avait que 8 ans de plus que lui. Et sans doute se sentait-il menacé par les talents de son cadet? Quoi qu'il en soit, les contacts avec ces deux géants a fait subir à son œuvre des évolutions considérables. Et en même temps, il ne cessait de bouger. Un peu comme moi d'ailleurs. À Sienne, à Pérouse, à Urbino, à Rome, on le demandait partout. Toutes les grandes familles s'arrachaient ses œuvres. Oui, ce fut le véritable commencement de sa gloire. Quand il était à Florence, il séjournait en général au palais de Taddeo Taddei, un autre grand mécène et grand humaniste. C'est probablement pour le remercier de son hospitalité que Raphaël a peint la Sainte Famille au palmier et la Madone à la prairie. C'est Madone, parlons-en. Il faisait des œuvres de dévotion privée que lui commandaient ses clients fortunés, comme vous, quand ce n'était pas des portraits. La Madone au chardonneret, la Vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste, la Madone au baldaquin. Que des merveilles! Oui, on voit bien comment il a assimilé les innovations de Léonard, comme d'ailleurs dans ses portraits. Cette construction pyramidale, cette précision anatomique, cette finesse des mouvements et cette délicieuse ambiguïté psychologique. Voyez, la muta, cette manière de se tenir de trois quarts, ne vous évoque-t-elle pas la Joconde? Quant à l'influence de Michel-Ange, son opulescence des couleurs, les postures des figures, il suffit de regarder le retable Baglioni pour la mesurer. En matière de portrait, c'est lui qui l'a réalisé de vous, cher Balthazar, un an avant sa mort, est pour moi l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. J'avoue que je suis un peu jalouse. Quand je pense au temps qu'il a mis à terminer le portrait de Mont-Frédéric. Heureusement que vous étiez là, cher Balthazar, pour remettre la main dessus, en 1520, chez les cardinals Colonne, et les convaincre de nous les céder. Autrement, jamais il serait revenu à Mantoue. D'ailleurs, j'ignore où il se trouve aujourd'hui, ce portrait. C'est comme la Madone que je lui avais commandée lorsque je l'avais vue à Rome. Bien entendu, Raphaël, qui était la gentillesse même, mais la volonté promise. Et puis, il est retourné à ses fresques, à ses constructions, à ses plans de la Rome ancienne, et fouit, oubliez la marquise et sa Madone. Mais il était si débordé, à l'époque, sollicité de partout. Heureusement qu'il n'y avait pas cette chose-là qui semble rendre les gens fous aujourd'hui. Ah oui, les réseaux sociaux. Parce que ça aurait fait un sacré bad buzz. Quoi qu'il en soit, il semblait évident que cette gloire de plus en plus grande finirait par le mener à Rome. Et c'est ce qui arrivait en 1508.
et à la demande expresse du pape, excusez du peu. Allons-y de ce pas, ma chère.